C'est un nom que beaucoup ne connaissent peut-être pas, et pourtant, il façonne notre monde d'une manière assez profonde. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'une des entreprises les plus puissantes de la planète, BlackRock. Spontanément, on pense à des noms comme Amazon ou Google, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse est peut-être un peu plus surprenante. Il s'agit d'une société qui, elle, opère en grande partie dans l'ombre. Regardez bien ce chiffre, 10 600 milliards de dollars, c'est vertigineux. C'est la valeur totale des actifs que gère BlackRock. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le PIB de n'importe quel pays au monde, sauf les États-Unis et la Chine. C'est juste énorme. La question, c'est comment? Comment est-ce qu'une seule et même entreprise a pu devenir aussi puissante? Et surtout, que fait-elle concrètement? Allez, on va plonger au cœur du système pour comprendre comment fonctionne le plus grand gestionnaire d'actifs du monde. Alors, pour comprendre la source de cet immense pouvoir, il faut s'intéresser à un produit financier. Un produit qui, à première vue, est très simple, mais qui en réalité est complètement révolutionnaire. C'est quelque chose qui a totalement changé la façon dont des millions de gens investissent leur argent. Ok, pour commencer, à la base, BlackRock, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire d'actifs. C'est simple, leur job, c'est de prendre l'argent de leurs clients et de le faire fructifier. Et bien sûr, comment ils se rémunèrent? En prélevant des frais sur la gestion de ces capitaux qui sont, on l'a vu, colossaux. Et leur produit star, celui qui a tout changé, c'est le fondant indiciel. C'est un concept qui date des années 70 et qui repose sur une idée, mais alors d'une simplicité désarmante. L'image de la course de chevaux est parfaite pour ça. D'un côté, il y a l'investissement dit actif. Là, c'est comme si on pariait sur un seul cheval, en espérant qu'il gagne la course. C'est risqué. De l'autre, il y a la stratégie passive, celle de BlackRock, et là, c'est comme si on pariait sur tous les chevaux en même temps. On est quasiment sûr de suivre la performance globale du marché. Le truc, c'est que cette stratégie passive, quand on l'applique à une échelle aussi massive, eh bien ça crée une situation un peu folle qu'on appelle la propriété universelle. Et là, les conséquences sont profondes. Ça va jusqu'à remettre en question l'idée même de concurrence sur le marché. Parce que, attention, BlackRock n'est pas tout seul dans cette histoire. Il faut bien comprendre qu'ils font partie d'un trio ultra puissant avec deux autres géants, Vanguard et State Street. On les appelle les trois grands. Et là, c'est super intéressant. On pourrait se dire que 16% à eux trois, ce n'est pas la majorité absolue. Mais en fait, même une part de 5 ou 10% suffit souvent à faire de vous le plus gros actionnaire d'une entreprise. Et ça donne une influence absolument démesurée, parfois même plus que le fondateur lui-même. Et c'est là qu'on arrive à ce que certains appellent l'illusion du choix. On a l'impression que toutes ces marques se font une guerre sans merci, Coca contre Pepsi, Nike contre Adidas, les compagnies aériennes, mais en coulisses, qui est-ce qu'on retrouve comme actionnaire principal? Très souvent les mêmes. Et l'effet de tout ça peut être assez pervers, il faut bien le dire. Pourquoi est-ce que Coca et Pepsi se lanceraient dans une guerre des prix agressive si leur plus gros actionnaire est le même? Pour ce propriétaire universel, il est beaucoup plus rentable que la concurrence reste, disons, cordiale. Et au final, ça peut vouloir dire des prix plus élevés pour tout le monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La stratégie de BlackRock est en train d'évoluer. Posséder des actions dans des entreprises, c'est une chose. Maintenant, il passe à l'étape supérieure. Posséder le monde physique qui nous entoure. Oui, on parle d'actifs réels, c'est-à-dire les infrastructures tangibles, celles qu'on utilise tous les jours. Les centrales électriques, les réseaux d'eau, les aéroports, les routes. L'idée, c'est de les acheter, de les sortir de la bourse pour les gérer en direct. Et ce n'est pas juste de la théorie. Prenons un cas concret. Leur tentative de rachat de Minnesota Power. C'est la compagnie d'électricité qui alimente 150 000 personnes. D'un coup, cette stratégie financière mondiale devient très, très locale pour une communauté américaine. Et forcément, ça a soulevé énormément d'inquiétudes chez les habitants. La question qu'ils se posent, et qui est parfaitement résumée ici, est simple. Est-ce que les décisions seront prises pour le bien de la communauté sur le long terme ou pour le profit de BlackRock sur le court terme? Parce que cette stratégie, elle suit un manuel, une sorte de recette bien rodée. D'abord, on achète l'entreprise. Ensuite, l'étape 2, c'est de la presser comme un citron. On réduit les coûts au maximum, on augmente les prix. Et enfin, étape 3, on la revend quelques années plus tard pour faire un gros bénéfice. Une méthode qui, on s'en doute, peut avoir des conséquences assez lourdes. D'accord, on a parlé de milliers de milliards de dollars, d'influence, de pouvoir, mais la question la plus importante reste posée. Au fond, c'est l'argent de qui? D'où viennent ces sommes astronomiques? Et là, c'est peut-être le plus grand retournement de situation de toute cette histoire. Ces 600 milliards de dollars, ce n'est pas l'argent de BlackRock, non. Ça n'appartient pas à ses dirigeants et ça n'appartient même pas à l'entreprise elle-même. En fait, c'est notre argent, collectivement.
C'est l'argent des plans de retraite, des pensions, des assurances, l'argent de millions et de millions de gens ordinaires. Tout cet argent est simplement canalisé, rassemblé et confié à ces géants de la gestion d'actifs. Mais, et c'est un mais de taille, même si cet argent vient d'énormément de monde, les bénéfices, eux, sont très très concentrés. Les avantages financiers de la possession d'actions reviennent en grande partie à une toute petite minorité tout en haut de la pyramide. La moitié la plus pauvre de la population ne possède quasiment aucune action. On se retrouve donc face à un système que certains appellent une oligarchie actionnariale. Quelques firmes surpuissantes gèrent l'argent de tout le monde, mais l'influence et les bénéfices sont concentrés entre très peu de mains. Et ça pèse sur toute l'économie. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question absolument essentielle. Quand le capital est à ce point concentré, qu'est-ce que cela signifie pour le reste d'entre nous ?